Bonjour amis de gaze et amis cinéphiles, re-bienvenue dans mon salon ainsi que dans mon vaisseau pour un nouvel épisode dédié à Dans une galaxie près de chez vous. Et oui, vous n'hallucinez pas mes amis, c'est bel et bien le temps pour moi de m'attaquer au premier film de Dans une galaxie près de chez vous. Et pour celles et ceux qui n'auraient jamais pris le temps en fait de regarder mes formats résumés, analyses et critiques de films présents sur la chaîne, eh bien je vous y encourage car malgré le peu de vidéos comme ceux-ci présents sur la chaîne, c'est bel et bien ces vidéos qui sont le plus représentatifs de la qualité des propos que j'ai voulu avoir sur cette chaîne. Je vous avertis donc que ce format est complètement différent des APCDC ainsi que des épisodes traitant de la série Dans une galaxie près de chez vous. Oui. Donc la prochaine vidéo qui va sortir va être sous le thème des références, des anecdotes et des farces de la série présentes dans le film. Et non, je ne vais pas traiter des incohérences. Tout simplement parce qu'en fait, la série et les films de Dans une galaxie près de chez vous, c'est comme deux choses complètement différentes. Et j'en veux pour petite preuve la présence de la sœur du capitaine dans le film, alors que le capitaine dans la série est complètement fils unique. Rappelons-nous. Hein? Ceci étant dit, gens de la communauté du salon, c'est bel et bien reparti, oui mes amis, pour un tour. Voici enfin ma vidéo sur le premier film de Dans une galaxie près de chez vous. Dans mon salon, 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 dans mon salon. Avant de résumer le film, mes amis, on va parler un peu du réalisateur, M. Claude Desrosiers. Eh bien, lui, au début, c'était un acteur. Il a un jour décidé d'aller étudier à l'Université de New York le cinéma, et en fait, de ça, il a découlé plusieurs documentaires. Au Québec, sa carrière prolifique se tiendra entre autres dans les séries télévisées en tant que réalisateur, notamment avec Les hauts et les bas de Sophie Paquin, Les Rescapés ou bien Fragments. Bien qu'il ait travaillé sur des courts-métrages avant, Dog 1 est le premier long-métrage réalisé par Desrosiers, ce qui peut expliquer quelques petites bévues logistiques dans le film. Il s'en suivra L'Empire bossé en 2012, dans lequel Claude Legault joue aussi. Si j'en veux des enfants. Tu ne connaîtras jamais ces enfants-là. C'est pas grave, ça. Les autres non plus ne me connaissent pas, là. Et au contraire de certains, parce que j'ai lu ça sur les internets, eh bien, je ne crois pas que M. Desrosiers soit un yes man. Un yes man est en fait très souvent un réalisateur à la botte d'un gros studio qui va obligatoirement faire des films avec des scénarios qu'il n'a pas trop choisi, sans trop mettre sa patte de réalisateur dans le processus. Alors, une chose est sûre, c'est que ici, c'est pas le cas. Car le film a bel et bien une signature visuelle bien à lui, à propos et unique. Oui. Mais j'aurais peut-être une critique ici, et c'est une critique relativement constructive déjà, oui mes amis, c'est que malheureusement, cette signature-là, on la sent moins dans les scènes extérieures. Mais ça, je crois que ça peut s'expliquer par un manque de budget qui va découler en fait d'un manque de technique possible. Donc, mais ça, on va en reparler un peu plus tard. On commence donc mes amis, le résumé du film, enfin. Le film commence avec une scène directe de la Terre, scène qui met en vedette trois enfants jouant au Romano Fafard. Après avoir mis l'emphase indirectement sur le côté chien sale de Brad, Brad, vous êtes la personne en qui j'ai la plus confiance. On comprend que c'est un peu la panique. Le dôme qui recouvre Toronto vient de s'écraser dû à la chaleur. Nous dézoomons donc pour nous éloigner de la Terre et parcourir le système solaire. Et nous poursuivons notre voyage avec une voix que j'adore, celle de James Hangman. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Qui est aussi la voix des alertes du vaisseau. Alerte Bourgogne avec un pot en poil. Alerte Bourgogne avec un pot en poil. Et le narrateur de l'excellent documentaire sur l'œuvre inachevée des chers, Achever l'inachevable, que je vous recommande chaudement. Bref, Monsieur Hangman, qui nous résume le contexte dans lequel le Romano Fafard est. Contexte qui est le même que celui de la série à un point de différence, l'année, en 2039 que nous sommes, et nous apprenons qu'il ne reste que 4 milliards d'humains après plus de 5 ans d'absence de notre vaisseau favori. On retrouve donc Bob et Flavien perdus sur la planète Abitibi 2, planète hostile même avec les serres, planète donc encore une fois inhabitable, ce qui ne plaît absolument pas aux membres de l'équipage,
découragés par ce résultat encore une fois. Le premier en liste, c'est Brad, hein? Oui, qui pense déjà à de multiples plans pour tuer les mouches, plans démentis par le capitaine, et on sent que le capitaine en a vraiment plein le cul de Brad. Ouais. C'est dans le briefing d'après-mission que l'on apprend qu'il ne reste qu'une planète à visiter dans ce système solaire et que si les résultats sont négatifs, la galaxie de la Gougoune Triste est la prochaine étape du voyage. Mais cette galaxie est loin. Très loin, très loin, et ils doivent prendre un taxi, et ce taxi se nomme l'astéroïde Cégep de Rosemont. Le briefing se fait donc interrompre par une alarme de bris de matériel causé par une créature géante qui est maîtrisée par Flavien, immédiatement après que le monstre ait blessé le capitaine. Oui. Dès son réveil, il veut savoir d'où vient cette bébite, et logiquement... Brad. Oui, elle vient de Brad, ce gros connard. Après une échauffourée entre les deux et un faux espoir de sonde pour la planète Estetica, le capitaine annonce que Brad sera déporté sur celle-ci en guise de châtiment pour son comportement de marde depuis le tout début de la mission. En parallèle, on nous montre que la jalousie existe encore dans le triangle non amoureux de Petrolia, Flavien et Bob, et que Bob en fait en souffre encore. Nous sommes alors donc transportés dans le bureau de Valence qui, en grande professionnelle qu'elle est et optimiste qu'elle est, essaie une dernière fois d'ouvrir la boîte de Brad pour le sauver de la déportation, et ce, sans succès, à cause du capitaine. Et arrive ce que personne pouvait prédire. Bob, avec cheveux. Qui se prend une mornif sentimentale monumentale par Petrolia. Ça fait mal. On dirait que t'as un chômeur sur la tête. Le jour de la déportation de Brad est arrivé. Flavien et Bob escortent Brad sur la planète pour l'aider à monter son camp. Cependant, Bob, ayant été manipulé plus tôt par Brad, paralyse Flavien avec son fusil et part cueillir des fruits qui sont supposés le rendre plus beau. Asti qui niaiseux. Ni une, ni deux, Brad appelle faussement à l'aide, ce qui fait retentir le capitaine, Valence et Petrolia sur la planète. Ce qui fait bien entendu partie du plan de Brad, car une fois arrivé, il déclenche le système d'autodestruction du vaisseau. Leur seule chance repose sur Serge, qui est à un bras de ne pas y arriver. La situation pourtant réglée, un autre problème arrive. Bob avec cheveux n'est pas vraiment Bob avec cheveux. Il a été cloné. De façon robotiquement très rapide. C'est très rapide. Ils partent donc à sa recherche et découvrent, grâce à l'aide du vieux Keplang et sa nièce Naomia, que Bob a été capturé par des braconniers chasseurs de graisse qu'ils revendent aux habitants d'Estetica afin de pallier à leur vice de grosseur. La définition pure et simple de comment passer un message avec son contraire. Keplang leur apprend aussi l'existence d'un devin qui avait prédit leur arrivée sur la planète. Rencontrer le devin, Hulsave, devient alors la priorité de l'équipage, après, bien entendu, avoir récupéré Bob avec cheveux. Et c'est pourquoi le groupe se sépare en deux. Pendant ce temps, le capitaine et Brad essaient tant bien que mal de rencontrer le devin sans réussir à cause de leur terriénitude. Là, tout le monde vomit. Bon. Tandis que Flavien, Valence, Serge et Petrolia, eux, réussissent à libérer Bob, non sans peine, misère et combat contre leur propre clone robotisé, voilà. Et c'est grâce à l'arrivée de Brad et du capitaine de retour du devin qui dénoue la situation. Et oui, une fois l'équipe réunie, ils prennent la direction de Hulsave, le devin, pour enfin poser la question tant entendue. Et c'est Flavien qui va avoir le droit de poser cette question, étant donné son état de E.T. Vous trouverez une planète habitable dans la galaxie aux 83 567 planètes et 3/4. C'est Gougoune Triste. Mais l'un de vous terrassera une créature sauvage. Celle-ci l'entraînera dans la mort. Funeste destin qu'est le leur, mes amis. Oui, les membres de l'équipage regagnent le Romano Fafard en ayant l'écho de cette prophétie annonçant la mort de l'un d'entre eux. Oui, joie. L'astéroïde Cégep de Rosemont étant encore à leur portée, ils s'engagent donc dans la mise en orbite du vaisseau autour de celui-ci. Mais
Et oui, tout ne se passe pas comme prévu, un champ électromagnétique formé par les bas perdus de l'univers dérègle le Romano-Fafard. Et après avoir essayé maintes et maintes fois de façon polie d'obtenir les calculs de Brad, eh bien le capitaine a comme pas d'autre choix d'accepter une espèce de condition secrète de Brad. Une condition de connard, probablement. Une fois le vaisseau stabilisé et en orbite autour de Cégep de Rosemont, il se dirige vers la planète aux 2 soleils afin d'y trouver la nouvelle Terre. Cependant, leurs sondes ont découvert un petit peuple vivant reclus dans la peur ainsi que dans le son de la future créature meurtrière. Sous l'effet de la surprise, ou sous l'effet de réflexion, Flavien renverse son verre d'eau lors du meeting, ce qui met le capitaine en beau sacramonde. Il décide donc de destituer Flavien pour remettre Brad en tant que second officier. What the fuck, man? What? Lors de la mise en orbite autour de la planète aux 2 soleils, l'équipage est sur le qui-vive et les préparations vont bon train. Mais tout va changer, car face au danger certain et à la possible mort d'un des membres de l'équipage, le capitaine va décider de descendre seul sur la planète, bloquant le téléfax afin de contrer le destin. Sur la planète, il rencontre des représentants des Gonzo, le peuple vivant dans la peur. Il renseigne le capitaine sur l'endroit où se trouve Tucson, qui se trouve au cœur de la montagne. Gros jambon? Le capitaine, pourvu de cette mission suicide, part à la conquête du monstre Tucson, mais à son grand étonnement, Tucson n'est rien d'autre qu'une chute d'eau. Et oui, hein? Et le bruit, eh bien, c'est le bruit de la chute d'eau qui tombe, qui se fait. Voilà, hein, oui. Le capitaine, soulagé, pendant un moment, se rend bien compte rapidement que la prophétie ne parlait pas du monstre de la planète. Au même moment, une surprise de taille attend nos amis à bord du Romano-Fafard, car oui, ils sont rejoints par un autre vaisseau terrien, le Roberto Ménard, ayant des intentions beaucoup moins nobles que nos amis. Oh oui. Oui, c'est des gros contes terriens cette fois-ci. Ouais. Comme l'indique si bien leur couleur jaune. Jaune, un vrai jaune. Et le jaune, c'est significatif visuellement, oui. Très souvent, ça indique la tromperie, le mensonge, la traîtrise. Le capitaine Jeep Rock a pour idée de lancer une bombe propre sur la planète pour se débarrasser des habitants et de la créature afin de voler la planète. Cependant, les membres du Romano-Fafard s'y opposent, sauf Brad, hein, bien entendu, au point d'être considéré comme ennemi de la Terre par Jeep Rock. S'ensuit alors une bataille dans laquelle Flavien ira rejoindre le lâche de Brad sur le Roberto Ménard afin de saboter leur ouvre-boîte géant. L'intrus a détruit notre dispositif! Quoi? Alors que Brad tente de se sauver du Roberto Ménard, Flavien paralyse les membres de l'équipage ennemi. Cependant, oui, il fera face au capitaine Presswood qui, lui, tire une charge qui tue contre une charge paralysante. Touché dans les vapes, Flavien voit une affiche avec 2 œufs miroirs. Il comprend alors que ce sont eux, les 2 soleils de la prédiction, et que ce sera lui, la victime. Brad, voyant le corps de Flavien, essaie tant bien que mal de le prendre avec lui. Durant ce temps, Serge VII, n'ayant pas d'autre choix, tire un missile sur le Roberto Ménard. Yes! Qui détruit complètement le vaisseau à la grande tristesse de l'équipage. Oh, Flavien. Oh, non. Mais par chance et intelligence, oui, Brad a réussi à se téléfaxer avec Flavien à quelques pas du capitaine sur la planète. Oh, yeah! Et c'est alors que nous assistons malheureusement, après une scène fort émouvante, au décès de Flavien, qui rend l'âme dans le centre médical. Le capitaine avoue alors à Valence qu'il a fait un pacte avec Brad, qui consistait à lui redonner son titre de second officier en échange de sa coopération. Le capitaine réalise aussi que la créature sauvage, devant tuer un des membres de l'équipage, était nul autre qu'un terrien, et que les terriens ne valent peut-être plus la peine d'être sauvés. Seulement, Valence, elle, lui rappelle que la sœur du capitaine, ainsi que ses fioles, attendent une réponse, un espoir, une planète. Et là, frappe le génie scénaristique du film, selon moi, parce qu'avec ceci, on vient justifier et remettre en perspective la première scène du film. C'est génial. Scène qui aurait pu totalement passer superflue, non. Ici, on indique son importance face au dilemme
du capitaine. C'est alors que le système de sécurité repère une créature non identifiée dans le vaisseau. Cherchant à localiser la créature extraterrestre, l'équipage remarque que la piste les mène au centre de santé. Ils font la découverte alors que Flavien est à moitié vivant, son côté humain étant décédé, il devient alors totalement extraterrestre, le faisant donc... Il ressuscite-tu? Résurrecte-tu? Renaquis-tu? C'est Jésus! C'est Jésus! Le capitaine décide donc de laisser les habitants de la planète tranquilles et aptes à évoluer par eux-mêmes. C'est donc avec une fin ouverte sur de nouvelles aventures que nous quittons le Romano Fafard avec les émotions ébranlées et la confiance dans le tapis de trouver un jour la nouvelle planète Terre. Et on finit ce film avec un merveilleux regard caméra impliquant tous les acteurs principaux. Et ça, c'est fucking beau. Et j'espère, amis de Guise, que vous êtes en forme pour la partie critique. Oh que oui. Il va sans dire que pour beaucoup, oui, Dans une galaxie près de chez vous, le premier film, ainsi que le deuxième, sont des œuvres de science-fiction. Et, étrangement, sur plusieurs sites de classement, eh bien, c'est catégorisé dans humour. Alors que ici, la science-fiction est le véhicule de l'humour, et non pas le contraire. Dog, c'est de la SF, de la science-fiction, pure et simple. Et le premier qui me dit le contraire, eh bien, sérieusement, il y a plein d'ophtalmologistes qui attendent ton appel, mon ami. Hein? Et vous savez quoi? Vous savez quoi? C'est quoi le problème de Dans une galaxie près de chez vous? Le principal problème. Le numéro uno del problema. C'est que Dans une galaxie près de chez vous est un film de science-fiction. C'est ça son problème. Grand Ours, Le problème des filtrations, Turbo Kid, Le Martien de Noël, Mars Avril, Radius, et puis bon, même à les Screamers, on va le mettre, la science-fiction au Québec, ça pleut pas. Il y en a, mais ça pleut pas. En près de 100 ans de production cinématographique, on peut à peine dénombrer une vingtaine de longs métrages de science-fiction ici. Par contre, dans les courts-métrages, ça pullule, on est fort en court-métrage au Québec, vous devriez vous y pencher. Ce genre cinématographique est boudé par les instances d'ici, et pourtant c'est un genre cinématographique assez payant à Hollywood. Et si vous pensiez que le Québec en fait n'a pas les ressources visuelles techniques ou par la main d'œuvre nécessaire pour accomplir ce genre de projet, eh bien, sachez que vous vous trompez. Oui. Nous avons eu des artistes incroyables dans les années 80 et 90 qui étaient reconnus partout dans le monde de par la revue Solaris, qui a abrité non seulement les histoires de Benoît Joly, Julien Poitras, Marc Pajot et bien plus, mais aussi les magnifiques illustrations de Mario Giguère, Paul Roux et, bien entendu, mon préféré, Jean-Pierre Normand. T'as-tu vu ça? Solaris donc qui logeait entre ses pages et bien beaucoup d'artistes qui souvent n'avaient absolument rien à envier à ces Mobius de ce monde, et je le pense vraiment. Elle a été fondée en 1974 et elle est toujours active aujourd'hui pour les plus SF d'entre vous. Et là, je vous parle même pas des studios d'animation et d'effets spéciaux d'ici, qui sont de nos jours parmi les plus productifs et les plus reconnus au monde. Compagnies d'effets spéciaux qui sont remplies à ras-bord de gens talentueux, de créativité d'ici. Donc oui, on a solidement les ressources de nos jours pour pondre de la très bonne science-fiction. Et ça, c'est grâce à des créateurs seniors d'ici, qui ont fait rêver des petits culs, et ces petits culs-là, en fait, sont devenus des programmateurs, des créateurs artistiques 2D 3D, des animateurs 2D 3D, des directeurs artistiques, etc., etc., etc. Donc la science-fiction du Québec est bel et bien présente depuis le début de la science-fiction moderne, et elle est bel et bien boudée par les instances publiques artistiques depuis le début, parce que je crois qu'ils ont vu en cette forme d'expression, une sorte de rébellion, une sorte d'évolution, une révolution de la pensée. Et ça, eh bien, dans les années 60-70, au Québec, eh bien, ça effrayait les gens de l'Église. Clergé qui avait encore beaucoup de pouvoir et beaucoup de mots à dire sur des sujets dont il ne connaissait absolument rien. C'est pour ça que les années 70, c'est parti, ça. La science-fiction a ensuite été confinée dans les tranchées bien sombres du monde geek des années 90, début 2000, pour enfin gagner lentement mais sûrement ses lettres de noblesse lorsque les férus et amateurs de pop culture ont décidé de s'assumer et de se réunir avec force dans l'espace infini et intangible qu'est Internet. Invention clairement digne de figurer dans la science-fiction.
Et dans tout ce capharnaüm, eh bien, nous avons Claude Legault et Pierre-Yves Bernard qui, eux, ont réussi à créer Dans une galaxie près de chez vous. Hein? Et je suis très certain qu'ils doivent se pincer très souvent pour être sûr de ne pas avoir rêvé d'avoir pu réaliser une série, 2 films traitant de la science-fiction au Québec, alors que c'est un genre qui est très peu enclin à pulluler. Et ça mérite du respect. Du respect. R-E-S-P-E-C-T. Du respect. Et je dis respect, hein, et c'est pas pour rien, car de cet amour absente des grandes instances du cinéma canadien et québécoise, en découle que financièrement, le film en a arraché, au point de terminer les derniers jours de tournage sous la bannière bénévolat pour plusieurs membres de l'équipe. Et malheureusement pour le film, ce manque de budget criant est la principale critique qui va être mise de l'avant lors de sa sortie. Et gens critiques qui à l'époque avaient soulevé ce point, eh bien sachez que c'est de la mauvaise foi. De la mauvaise foi. Face à la mauvaise foi, il n'y a que le mépris. Ou une claque dans le nez, peut-être, mais là, c'est autre chose. Et je m'attends à mieux de la part de critiques. Eh bien, pour moi, en fait, c'est comme si t'avais 17 ans, tu demandais le toit à ton père te dit oui, il n'y a pas de problème, mais au moment où c'est que tu pars, eh bien, t'enlèves une roue, siphonne la moitié de ton gaz, bloque l'air climatisé au top, puis il branche le klaxon pour qu'il arrête plus. Tu regardes dans les yeux, puis il dit débrouille-toi. Ça ressemble à ça. Un manque de logique flagrant, hein, pour ma part, qu'est de ne pas donner les ressources financières nécessaires à un projet qui a déjà eu l'aval des mêmes gens qui le laissent se débrouiller seul. C'est-tu moi ou c'est pas logique? Et je le répète, mais c'est encore moins logique de baser une critique artistique sur ce point. On veut pas savoir ce que tu penses du budget. On veut savoir ce que tu penses du film réalisé avec le budget. OK. Donc, la critique principale qui a ressorti à l'époque, c'était d'ordre pécunier, hein, et que ça paraissait à l'écran. Mais paraissait par rapport à quoi? Star Wars? Sérieusement? Le film est la transposition pure et simple de la série à petit budget qui était Dans une galaxie près de chez vous. Et je crois que je l'ai assez démontré dans ma série de vidéos traitant de la série de Dans une galaxie près de chez vous. Le recyclage est partout, omniprésent, omnipotent. Il est partout dans la série et dans les films. Et dans le film aussi, oui. Et une chance, hein, car je vous rappelle que le Romano Fafard, l'équipement du Romano Fafard, ainsi que l'équipement de l'équipage a été fait en panique, à l'arrache, pour aller trouver au plus Chris une nouvelle planète. Donc, ça peut pas coller plus que ça. Il n'y a pas grand monde qui aurait réussi à arriver avec un résultat final comme celui-ci, avec rien pantoute, comme ils ont eu. C'est... chapeau. Comme dans tous les films, me direz-vous, oui, mais Camping Sauvage a eu 5,5 millions. Le dernier tunnel, 4,7. L'incomparable Mademoiselle C y va avec un 4,2 millions, alors que Dog 1 a eu le droit à 2,5 millions. Ce qui est tout près du 2,4 millions du budget du film Les Aimants, que je vous suggère totalement. Ce film est un must. Mais Les Aimants avaient besoin de 2,4 millions parce que c'est une comédie romantique et Dog avait besoin d'au moins un 5 millions parce que c'est de la SF. Voilà. Et j'aurais humblement pensé qu'avec une série de 4 saisons ainsi que des milliers de retélédiffusions, eh bien, elle aurait eu une notoriété assez éloquente pour avoir un budget nécessaire à la réalisation de son premier film. Et visiblement, non. Moi, je serais gêné. Mettons donc de côté cette critique, mes amis, oh que oui, et parlons enfin, oui, de Dans une galaxie près de chez vous, cette œuvre de science-fiction. À l'instar des Star Trek, il n'est pas vraiment nécessaire d'avoir vu la série télévisuelle pour apprécier le film. La présentation des personnages et de leurs caractéristiques personnelles est brillamment exposée, et ce dans les 10 premières minutes du film, par des rhétoriques présentes dans la série, et ce qui fait mouche 2 fois en fait. Ah, il reste une petite mouche là. Car pour les fans inconditionnels de la série, eh bien, ça crée un sentiment d'appartenance et de réconfort face à une œuvre dont ils avaient déjà des appréhensions. Oui, de base, effectivement. Et cette façon de faire, en fait, installe confortablement les inconnus de cet univers dans l'ambiance et l'esprit conventionnel de la diégèse de la série. Parce que, en fait, en 20 minutes, tu sais quel personnage est sérieux, quel personnage est drôle, quel personnage tu vas détester, quel personnage à surveiller en arrière-plan. Bref, tu sais où les personnages principaux s'en vont.
Et pour ce qui est du scénario, mes amis, là, vous êtes servis. Oui. Nous avons le droit à un scénario incluant 2 éléments perturbateurs importants qui touchent tous les personnages principaux. J'ai nommé la manipulation de Brad ainsi que l'arrivée de la prophétie. Nous avons le droit à une scène d'ouverture qui a un écho clair, précis et important dans la continuité de la mission, au point culminant du doute du récit. Nous avons un traître mal aimé, repenti et adouci par la mort de son antagoniste, dont il lui sauve la vie de façon in extremis. On a un triangle amoureux, une scène de combat avec des clones, un faux boss final, un boss final qui s'avère être d'anciens alliés, une scène d'infiltration, un devin. Tu veux quoi de plus? Ils ont même réussi à intégrer une 3e lecture dans le scénario. Bon, ça découle probablement de scènes qu'ils ont dû couper, mais c'est là pareil. Comme par exemple, je sais que plusieurs se posent la question, mais pourquoi inclure une potion qui guérit tout si ce n'est pas pour la faire boire à Flavien lorsqu'il est blessé? Eh bien, la potion magique arrive dans le récit pour donner un espoir aux spectateurs que Flavien survive grâce à elle. Cependant, Flavien est encore traumatisé par son verre d'eau et il est incapable de boire. La phrase du capitaine va le hanter jusqu'à la fin et ça, eh bien, ça donne du poids émotionnel aux aveux du capitaine à la fin. Et tout ceci tient la route de façon suave et non pas cave. Et c'est quand même vraiment incroyable. Un méchant beau travail de scénario. Donc, à tous ceux et celles qui critiquent le scénario de Dans une galaxie près de chez vous, eh bien, mettons aussi en lumière que le scénario de base du film est comme un melting pot de plusieurs scénarios d'émissions de la série. Souvenons-nous, et oui, de Destinée, la grande divinatrice auquel le capitaine a eu recours dans la série saison 4, épisode 10, le destin pour savoir si oui ou non ils allaient trouver une nouvelle planète. Tout comme ils font appel à le savait. Ou bien, oui, encore un astéroïde servant de taxi, ce qui peut faire un peu penser inexorablement à l'épisode 8 de la saison 4, Astéroïde, lorsque le Romano Fafard est coincé sur un astéroïde. Et sans oublier les autres petites farces de la série, mais ça c'est pour plus tard. Et bon, des fois je le fais, des fois je le fais pas, mais là j'ai comme pas le choix, je dois parler de la trame sonore du film. En premier lieu, on remarque assez rapidement que la musique créée pour le film est en grande partie exclusive. Sous la création du grand compositeur Michel Cusson, à qui l'on doit plus de 30 musiques de films et de séries d'ici, en passant par Omerta, le collectionneur, Maurice Richard, etc. Composition donc qui nous plonge à la fois dans les sons et les accords proches des musiques de Star Trek, mais qui nous garde bien sur Terre avec l'utilisation d'instruments classiques. Et puis il y a l'autre tune, l'autre chanson, l'autre petite mélodie que l'on peut entendre lorsqu'il y a un petit peu d'action et un petit peu de pep, et c'est celle que vous pouvez entendre présentement. Cette trame sonore est un remix de la première chanson du premier album du groupe New Wave, légendaire que sont les B-52s. Vous avez pu entendre cette chanson dans la trame sonore de Monster vs Alien, Mystery Man, Paul, et je vous prierai de remarquer que son titre est Planète Claire, ce qui fait donc un jeu de mots en français. Ben oui, comme une planète propre. C'est drôle parce qu'en québécois, claire la place. On claire la place de notre planète pour en trouver un autre. Il y a beaucoup de sens dans cette tune-là. Et remarquez aussi la petite ressemblance entre le look de la chanteuse et Mirabella dans la première saison. Je sais pas, mais il me semble qu'il y a quelque chose là. Les cheveux, la jupette. Voilà. Oui, comme dans tout film, comme dans toute œuvre, effectivement, il y a 2-3 affaires peu logiques et il y a 2-3 petites coquilles. Comme le fait que les Santeux aient la technologie pour cloner robotiquement les gens en moins de 5 minutes, mais ils s'éclairent encore au flambeau. Ça tente pas juste d'apporter des flashlights, non? Bon, en tout cas. Ou bien la tendance étrange qu'avait le chef-op à ne pas trop éclairer certaines parties des plateaux, car oui, faut le dire, c'est souvent sombre. Trop sombre. Ce qui fait qu'on n'a comme pas le temps d'apprécier les décors et les props qui nous sont montrés à l'écran. Ben oui, c'est un des points faibles. On peut ajouter à ça, le fait qu'au début du film, on voit la Terre vue de l'espace, mais il y a encore de la neige au pôle Nord, alors que le pitch de l'émission, c'est qu'il fait 45 degrés à l'année au Québec. Vu le Club Med à cette île, Oui, mais ça, c'est pas dans le film, c'est dans la série. Oui, je le sais. Le film a aussi surpris beaucoup de fans en renfermant des différences majeures entre la série
Et celui-ci, comme le visuel intérieur du vaisseau, celui extérieur aussi en changeait un peu. Le fait que Petrolia et Bob ne soient pas ensemble, le fait que la mission pour la Terre continue alors que dans le dernier épisode, ça finissait sur une mission pour les 7. L'adaptation et l'évolution des costumes. Sérieux, ici, je dois dire chapeau, chapeau. Oh, le chapeau à l'équipe des costumes. Wow! Et je rajoute ici la présence de la sœur du capitaine, alors qu'il est supposé être fils unique comme on voit dans la série. Ce qui me fait dire que les diégèses de la série et des films sont complètement différentes, malgré qu'effectivement, ils n'ont comme pas le choix d'avoir des points communs, comme les films de Star Trek et la série. Des changements drastiques qui auraient effectivement pu peut-être signer l'arrêt de mort du film pour les Doggies, mais qui finalement ont juste égratigné quelques jeunes petites carrosseries qui n'avaient pas vu assez d'hiver, mes chéris. Il va sans dire que ce film est complètement à part des autres films québécois. On peut clairement appeler ça un ovni. Sans faire de jeu de mots, là. Car oui, le premier film de Dans une galaxie près de chez vous est une comédie de science-fiction comme il s'en fait peu. Un casting se composant de joueurs renommés de l'improvisation, un scénario de film catastrophe basé sur une possible réalité future, des revirements de situations inattendues, plusieurs ennemis différents, plusieurs environnements évolutifs différents, des risques naturels imprévus, des échos scénaristiques faits à la série fondatrice, des effets spéciaux passables pour 2004, une lecture des personnages rapide, claire et précise, un fil rouge distinct et logique, un début en doute et une fin ouverte. Tout ceci, plus le fait que la création, la réalisation et l'accomplissement de Dans une galaxie près de chez vous, le film 1, est un réel miracle. Alors donc, que vous soyez un Doggies de première heure tout comme moi ou un néophyte dans cet univers, la seule chose que je vous demande en regardant ce film, la notion de respect. Elle respecte. Oh que oui, gens de la communauté du salon, malheureusement, c'est ce qui conclut cette vidéo sur le premier film de Dans une galaxie près de chez vous. Vidéo que j'ai adoré, bien entendu, écrire, monter. J'ai adoré tout faire ceci et surtout analyser ce merveilleux film. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Chers Doggies. Et si tel est le cas, bien, vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce en l'air. Vous pouvez effectivement, oui, partager cette vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne, mes amis, tout en clochetant votre geste. J'en profite pour vous dire que vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Instagram ainsi que sur TikTok. Et pour celles et ceux qui le peuvent et qui le veulent, eh bien oui, effectivement, j'ai un tout petit Patreon. Et je vous rappelle qu'une autre vidéo traitant du premier film de Dans une galaxie près de chez vous devrait sortir très bientôt. Et elle va traiter, oui, des anecdotes, oui, des références et oui, de la présence de farces de la série dans le film. Sur ce, mes amis, prenez soin de vous, profitez du printemps qui s'annonce être assez clément cette année, oui. Mettez un peu de bonheur dans vos journées grâce à des films et à des séries et n'oubliez jamais que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Et merde. Vraiment, c'est une... J'avais absolument rien à envier à ces genres. Non. Absolument rien à envier. Non. Mais... excellente.